Un ancien détenu est soupçonné d'avoir commis un double meurtre. Son permis de conduire a été retrouvé sur les lieux du crime. Mais c'est finalement un petit pot de glace qui permettra à la police de résoudre cette épineuse enquête. Une petite fille meurt subitement et personne ne sait pourquoi ni comment. Est-ce un accident? Une maladie inconnue? Ou alors, l'a-t-on assassinée? Les scientifiques devront aller chercher des réponses à l'autre bout du monde avant d'apprendre enfin la vérité grâce à deux indices très précieux. Un document officiel déchiré et la signature d'une mère. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Pourquoi sommes-nous nés dans tel pays et non pas dans un autre? Au XXe siècle et non pas au Moyen Âge? Pourquoi un malheur ou une maladie frappe-t-il les uns et épargne-t-il les autres? Hasard, destin, fatalité. Les énigmes de la vie, les grandes questions existentielles que nous nous posons resteront à jamais sans réponse. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant ne contribuera pas, je le crains, à éclaircir ces mystères. Nous sommes en 2003, la veille de Thanksgiving. Un commerçant de la ville de Saint-Pétersbourg, en Floride, remarque un 4x4 abandonné près de son magasin. Il y avait du sang et pas mal de bazar à l'intérieur. Un sac à main abandonné, la ceinture de sécurité sectionnée. J'ai bien senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Sur la droite, le pare-brise avant s'était brisé. Et on avait retrouvé un sac à main intact contenant différents papiers, dont la carte d'identité d'une femme et même de l'argent liquide. Le 4x4 appartient à Richard et Carla Van Dusen. La femme a laissé son portable à l'avant de la voiture. À un peu plus d'1 kilomètre de là, des habitants découvrent 2 cadavres devant leur maison. Il s'agit de Richard et Carla Van Dusen. Le corps de Richard était allongé sur le ventre, la tête dans la terre et celui de Carla sur le rebord du chemin. Tous deux avaient reçu une balle dans la tête. Après l'autopsie, on a également appris que Carla avait été poignardée. Le couple était marié depuis 3 ans. Ils avaient tous les deux des enfants issus de précédentes relations. C'est mon fils qui m'a annoncé la nouvelle. J'ai tout de suite demandé si c'était un accident. Je refusais d'y croire. Je lui ai même demandé plusieurs fois s'il en était sûr. C'est là qu'il m'a dit qu'on avait retrouvé leur corps avec une balle dans la tête. Après ça, je ne me souviens plus de rien. Les enquêteurs ont donc 2 scènes de crime à étudier, le 4x4 et le chemin de terre où le couple a été retrouvé. En s'appuyant sur les indices et l'emplacement des corps, les enquêteurs en déduisent que les Van Dusen connaissaient leur agresseur. On a tout de suite pensé qu'il devait y avoir une 3e personne avec eux dans le véhicule. On avait dû forcer Richard Van Dusen à sortir de la voiture en le menaçant d'un revolver pour l'abattre à l'extérieur. Quant à Carla, elle avait été tuée sur son siège. Apparemment, Carla aurait assisté à toute la scène. Elle a sans doute même eu le temps de tourner la tête, de se protéger avec la main gauche avant de recevoir une balle dans la tête à travers le pare-brise. Le tueur a ensuite coupé la ceinture de sécurité et a traîné son corps en dehors de la voiture. L'assassin aurait ensuite démarré le 4x4 pour aller l'abandonner à 500 mètres de là. Par terre, près de la portière côté passager, la police retrouve un permis de conduire de l'État de Floride. Il appartient à un certain Henry Sullivan. Après quelques vérifications, on s'est aperçu que M. Sullivan avait un casier bien rempli. Ça allait de possession de drogue à coups et blessures, en passant par de nombreuses voies de fait. Il n'avait pas respecté sa conditionnelle et ce n'était pas un enfant de cœur. Les enquêteurs vont donc frapper à la porte d'Henry Sullivan. Et juste devant chez lui est garé un pick-up rouge de 1971. Un véhicule qui appartient justement à Richard et Carla Van Dusen. C'était un modèle de pick-up classique qui avait été entièrement restauré. Il était vraiment magnifique. C'était un modèle unique en son genre.
Lors de son interrogatoire, Henry Sullivan nie totalement être impliqué dans ce double meurtre. Mais avec son permis de conduire retrouvé sur les lieux, sa culpabilité semble ne faire aucun doute. Et pourtant, la police n'est pas au bout de ses surprises. Pour les proches du couple Van Dusen, c'est l'incompréhension totale. Richard était vendeur de photocopieuses et collectionnait les voitures anciennes. Carla travaillait comme correspondante de presse au palais de justice. Pendant le week-end, elle animait des spectacles de clowns dans les hôpitaux pour enfants. Ils étaient très appréciés dans la communauté. Ils habitaient à Tierra Verde, une magnifique petite ville balnéaire en bordure de Saint-Pétersbourg. Le suspect numéro 1 se nomme Henry Sullivan. Il a 32 ans. Il est incapable d'expliquer comment son permis de conduire s'est retrouvé à côté du 4x4 abandonné. Mais il continue pourtant de clamer son innocence. Sullivan leur a dit qu'il perdait très souvent ses papiers. Et d'ailleurs, il avait même égaré son permis très peu de temps avant son interpellation. Malheureusement, la police n'y relève aucune empreinte exploitable. Les techniciens passent également le 4x4 au peigne fin, toujours à la recherche d'empreintes, et notamment la ceinture de sécurité. Après avoir appliqué de la ninhydrine et avoir laissé sécher la ceinture, je l'ai réexaminée et je n'ai trouvé aucune empreinte. Mais le tueur a néanmoins laissé derrière lui un indice capital, une balle de 9 mm sur le tapis de sol du véhicule. Et lors de la perquisition de l'appartement d'Henry Sullivan, la police découvre justement un pistolet de même calibre. Les enquêteurs ont découvert que Sullivan possédait non pas un, mais deux 9 mm. Ça correspondait à l'arme du crime que l'on recherchait. L'un des deux est inutilisable. Mais ils ont plus de chance avec le second. Les experts en balistique effectuent un tir d'essai dans un réservoir d'eau. Puis ils comparent la balle au microscope avec celle retrouvée dans le 4x4 des Van Dusen. Erika Henderson doit maintenant examiner avec précision les marques distinctives sur la balle, qui s'apparentent à de fines rayures. Elles sont caractéristiques à chaque arme à feu. Si vous regardez à l'intérieur du canon de n'importe quel pistolet, vous verrez des rayures distinctives. Ce qu'il se passe, c'est que lorsque le projectile traverse le canon, les rayures s'incrustent sur la surface de la balle. L'experte en balistique examine minutieusement les deux projectiles. La culpabilité d'un homme est en jeu. J'ai passé et repassé les balles au microscope parce que je voulais être sûre de ne commettre aucune erreur. Et les résultats sont formels. Ce n'est pas l'arme de Sullivan qui a servi pour tuer les Van Dusen. Les rainures du canon laissent leurs empreintes sur la balle, tandis que le percuteur et l'éjecteur griffent la douille de manière caractéristique. D'abord répertoriées de façon empirique, ces marques distinctives sont aujourd'hui consignées dans des fichiers informatisés. Les systèmes cibles en France, IBIS et Dogfire aux États-Unis permettent ainsi d'élucider chaque année à travers le monde des centaines d'affaires criminelles. Dans celle qui nous intéresse, les enquêteurs établissent la preuve que la balle découverte sur la scène de crime n'a pas été tirée avec le pistolet retrouvé au domicile de Henry Sullivan lors de la perquisition de son appartement. Les enquêteurs s'orientent donc vers le pick-up de collection retrouvé près de l'appartement du suspect. Alors qu'ils examinent le véhicule, le déroulement de l'enquête va prendre une tournure inattendue. Un homme est venu à notre rencontre. Il s'est présenté comme étant William de Parvine. Il était venu pour nous dire que le pick-up lui appartenait. Il l'avait acheté aux victimes la veille de leur meurtre. De Parvine habite le même immeuble qu'Henry Sullivan et il a rencontré le couple Van Dusen. Deux raisons suffisantes pour en faire un suspect potentiel. Selon ses dires, le couple aurait mis une annonce pour vendre son pick-up dans un journal de la région. Il se serait ensuite rendu chez les Van Dusen pour remplir les papiers
Mais ce serait le couple lui-même qui lui aurait amené la voiture plus tard. Il leur a donné 6 500 $ pour le véhicule et il ne les a jamais revus après ça. Quand il nous a abordés, il était très à l'aise. Il semblait avoir envie de discuter. Pas une seule seconde, il n'a paru sur la défensive, agressif ou quelque chose de ce genre. La version de Parvine est en grande partie confirmée, à l'exception de quelques zones d'ombre. Pourquoi avait-il acheté ce véhicule seulement 6 500 $, alors que Van Dusen avait dit la veille à un collègue qu'il avait trouvé un acheteur à 13 500 $? Ça ne collait pas. D'après De Parvine, les Van Dusen auraient quitté son appartement aux alentours de 17h30. Problème, le relevé téléphonique de Carla contredit sa déclaration, car à 18h37, elle a eu une discussion au téléphone avec sa mère. Le soir où on les a assassinés, j'ai reçu un coup de téléphone de Carla. Elle était très enthousiaste. Je suis en voiture derrière Rick et celui qui vient de nous acheter le pick-up. On va chez lui pour faire tous les papiers. Voilà ce qu'elle m'a dit. Carla n'a pas dit son nom, mais cela signifie que Richard Van Dusen et l'acheteur présumé, soit De Parvine, se trouvaient dans la même voiture 1 heure après leur prétendu départ de son appartement. Sur le moment, ça m'a un peu surprise. Je me demandais pourquoi ils étaient si pressés de faire les papiers le soir même. De Parvine dément formellement ces allégations. Brigade criminelle, j'écoute. Puis les enquêteurs apprennent que De Parvine n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. On a découvert que M. De Parvine s'était fait arrêter plusieurs fois et qu'il venait à peine de sortir de prison. Il était encore sous contrôle judiciaire. De Parvine vient de purger 9 ans de prison pour une affaire de recel d'armes à feu. Henry Sullivan reste néanmoins sur la liste des suspects. On avait Henry Sullivan sous la main, mais on ne perdait pas de vue la possibilité que ça pouvait aussi être l'œuvre d'un rôdeur, totalement étranger à cette histoire de vente de voitures. Après les analyses ADN et l'examen des éclaboussures de sang, les enquêteurs restent convaincus que Richard Van Dusen a été tué à l'extérieur de son véhicule. Sa femme, quant à elle, a reçu le coup fatal à l'intérieur du 4x4. Mais sur le volant, les techniciens retrouvent du sang qui n'appartient ni à Richard, ni à Carla. Les échantillons prélevés sur le volant correspondaient à du sang humain. J'ai donc travaillé dessus pour établir le profil génétique d'un suspect. Le tueur s'est peut-être écorché la main pendant qu'il coupait la ceinture de sécurité de Carla. Il aurait alors déposé quelques gouttes de sang sur le volant en conduisant le 4x4 là où il a été retrouvé. Les enquêteurs demandent donc à Henry Sullivan de leur donner son ADN. Et les résultats sont formels. Ce n'est pas son sang qui se trouvait dans la voiture. Sullivan n'avait rien à voir là-dedans, donc on ne savait pas du tout ce que son permis faisait là. Pour identifier le meurtrier de Richard et de Carla Van Dusen, les enquêteurs disposent de 2 indices. Une étude des balles ayant servi à leur exécution et un profil génétique. 2 suspects sont également dans leur ligne de mire. Henry Sullivan, dont le permis de conduire a été retrouvé dans le véhicule des Van Dusen, et William De Parvine, l'acheteur du pick-up de collection que le couple avait mis en vente. Si le premier semble innocenté par les preuves matérielles, le second, qui a purgé une peine de prison et qui est en liberté conditionnelle, n'a pas été capable de fournir un alibi crédible. Mais les policiers échafaudent bientôt une 3e hypothèse. Le soir du meurtre, la police de la route a intercepté le frère de Sullivan pour excès de vitesse. Et il a dit s'appeler Henry. Il avait utilisé le nom de son frère ainsi que sa date de naissance. Peut-être était-ce tout simplement lui qui avait commis ces meurtres et déposé le permis près de la voiture. Justin Sullivan était sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis quelque temps déjà, mais pour des faits totalement différents de ceux qui nous intéressaient. Et pour tenter d'y échapper,
il leur a donné le nom de son frère. Du coup, on s'est dit que comme Justin se faisait passer pour lui depuis un petit bout de temps déjà, il avait peut-être volontairement laissé tomber le permis de son frère sur les lieux du crime. Mais comme son frère, Justin nie catégoriquement les faits. Et il a un alibi. Ce soir-là, il était en discothèque avec des amis, ce qu'il confirme. Mais il reste un troisième suspect dont ils n'ont toujours pas l'ADN, William de Parvine, et celui-ci refuse de leur donner. À ce stade de l'enquête, on n'avait pas assez d'éléments contre M. de Parvine pour prouver son implication dans les meurtres. Donc, on ne pouvait pas obtenir de mandat contre lui. Et sans mandat, impossible de l'obliger à donner un échantillon de son ADN. Les enquêteurs doivent donc trouver un autre moyen. On attendait qu'il aille manger ou boire quelque chose pour récupérer de la salive sur une paille ou un chewing-gum par exemple. Même un crachat à la limite. Une équipe d'enquêteurs est donc chargée de surveiller de Parvine, dans l'espoir de récupérer par tous les moyens un échantillon de son ADN. On le suivait à pied par équipe de 2. Et quand on se retrouve dans un grand centre commercial, par exemple, on n'est jamais trop de 10 enquêteurs pour ne pas se faire remarquer. Sinon, c'est trop compliqué. Pendant son séjour en prison, de Parvine en avait profité pour passer l'examen du barreau. Il connaît donc la loi sous toutes ses coutures et il est extrêmement prudent. Monsieur de Parvine était quelqu'un de très intelligent, bien plus que la plupart des criminels. Il avait une vie particulièrement rangée. Il se levait le matin, partait travailler, et il rentrait directement chez lui en fin de journée. Ensuite, il allait se coucher. De Parvine travaille comme ouvrier sur des chantiers. Il n'a pratiquement pas de vie sociale. Pendant des mois, la surveillance ne donne rien. Mais à l'approche de Noël, de Parvine va enfin commettre une erreur pendant qu'il fait les magasins. Il s'arrête chez un glacier et commande un pot de glace. Mon équipier et moi, on était aux premières loges pour le regarder manger sa glace. Et on a tous les deux remarqué qu'il laissait beaucoup de salive sur sa cuillère. Une occasion en or de récupérer son ADN. À peine de Parvine a-t-il jeté le pot et la cuillère dans la poubelle que les enquêteurs s'empressent de les récupérer. La technologie a fait d'immenses progrès depuis quelques années. Et aujourd'hui, on peut obtenir de l'ADN de manière très sûre et très précise à partir des échantillons les plus infimes. Les experts scientifiques récoltent la salive encore présente sur la cuillère et en extraient l'ADN. Ils vont pouvoir le comparer à celui retrouvé sur le volant du 4x4 des Van Dusen. Et le résultat est sans appel. Le profil ADN qu'on a établi à partir du sang recueilli sur le volant du 4x4 correspondait parfaitement à celui de William de Parvine. William de Parvine est arrêté et inculpé de meurtre avec préméditation. Mais il continue de clamer son innocence. Selon lui, le coupable se nomme Henry Sullivan et son permis de conduire est là pour le prouver. Sa vie est entre les mains des jurés. Les lois américaines nous semblent souvent déconcertantes. Ainsi, dans notre affaire, les policiers utilisent-ils la ruse pour obtenir la signature ADN de William de Parvine, devenu maintenant leur principal suspect. Mais aussi étrange qu'il y paraisse, cette procédure est parfaitement légale aux États-Unis. Robert Dorion, un célèbre expert canadien, a pointé les risques que peut entraîner, dans certains cas, une démarche de ce genre. L'ADN est le plus puissant outil de la criminalistique, a-t-il expliqué. Mais si je voulais fabriquer des preuves, je pourrais prélever un seul de vos cheveux sur votre peigne et le laisser tomber où bon me semble, sur une scène de crime par exemple. Même si de Parvine reconnaît avoir rencontré Richard et Carla Van Dusen le soir du meurtre, il affirme ne pas les avoir revus une fois le véhicule acheté. L'accusation n'est pas de cet avis.
Selon elle, lorsque les Van Dusen arrivent au rendez-vous, De Parvijn leur dit qu'il n'a pas l'argent sur lui. Il leur demande donc de l'accompagner chez un ami pour aller chercher de quoi les payer. D'après les relevés téléphoniques, on sait que Carla a appelé sa mère à 18h37 pour la tenir au courant des événements. De manière assez incompréhensible, ils vont ensuite descendre du pick-up pour monter tous les trois dans le 4x4 et aller chercher l'argent. Ce n'est qu'en arrivant sur cette route déserte que le couple se rend compte que cette histoire d'amis et d'argent n'est que pure invention et qu'ils sont voués à une mort certaine. De Parvijn menace alors Richard d'une arme et lui ordonne de descendre de voiture. Puis, il le tue. Il s'en prend ensuite à Carla en tirant à travers le pare-brise. Elle a beau tenter de se protéger avec sa main gauche, la balle l'atteint à la tête. Ensuite, De Parvijn coupe la ceinture de sécurité et traîne le corps hors de la voiture, s'entaillant la main au passage. Sur le chemin du retour, plusieurs gouttes de sang viennent se déposer sur le volant du 4x4. Avant d'abandonner définitivement le véhicule, il en profite pour jeter le permis de conduire d'Henry Sullivan à côté de la portière. Un permis qu'il n'a sans doute eu aucun mal à lui subtiliser puisqu'il habite dans le même immeuble. Pour couvrir ses traces, De Parvijn se fabrique une fausse facture de 6 500 $ pour l'achat de la voiture, soit la moitié du prix initialement prévu. Seule ombre au tableau, on ne retrouvera jamais l'arme du crime. Il a tué Carla et Rick un jour où il était en congé. J'ai entendu dire que dans son rapport, un expert du FBI l'avait qualifié de dangereux psychopathe, de sociopathe. Et l'un des assistants du procureur m'a même dit qu'il ne pensait pas que tout ça était arrivé à cause du pick-up. Ce soir-là, il avait tout simplement envie de tuer quelqu'un. Lors de son procès, De Parvijn ne s'avoue pas vaincu et décide de prendre la parole pour sa défense. Dès que M. De Parvijn est venu à la barre pour témoigner, le procureur ne lui a laissé aucune chance. Il a été très agressif et il a démonté tout ce qu'il disait. De Parvijn fait pourtant tout son possible pour tenter d'expliquer ce qu'il s'est passé. Mais aucune de ces explications n'est corroborée par les preuves. Le tournant de ce procès pour moi, c'est quand je l'ai entendu donner toutes ces versions les unes après les autres. Aucune d'entre elles ne m'a semblé valable. Il ne faudra que 3 heures au jury pour déclarer De Parvijn coupable. Il est condamné à mort. En définitive, il n'aura fallu aux enquêteurs qu'une simple écorchure et un peu de salive pour comprendre comment il s'y était pris pour commettre son crime odieux. Le meurtre de 2 innocents qui ont commis l'erreur de vouloir vendre leur pick-up et ont eu la malchance de croiser la route d'un psychopathe. Je n'ai jamais été une grande fan des sciences médico-légales. En fait, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais depuis cette tragédie, je raffole vraiment des émissions de ce genre. J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la loi et sur l'importance de la médecine légale. Surtout quand il n'y a pas de témoins oculaires. Richard et Carla Van Dusen, 2 personnes aimantes et sans histoire, ont été abattus pour quelques milliers de $. Car William De Parvijn est passé à l'acte dans le seul but de ne pas avoir à débourser la totalité de la somme exigée pour l'achat de leur pick-up. Sachez encore, comble d'ironie, que du fond de la cellule où il croupissait en attendant son exécution, De Parvijn avait réclamé que le véhicule de ses victimes lui soit restitué, puisqu'il s'estimait en être devenu le légitime propriétaire. Néanmoins, au cours du procès,
un expert psychiatre a avancé que l'escroquerie n'était pas le véritable mobile de Deep Irvine. Selon lui, affecté de troubles graves de la personnalité, il aurait commis le double meurtre poussé par une force obscure irrépressible, les Van Dusen n'ayant eu d'autre tort que de croiser son chemin. Eh bien, après cette conclusion, voilà sans plus attendre notre seconde affaire. Toutes les vies se valent, vous en conviendrez, et quel qu'en soit le mobile, tous les homicides sont condamnables. Pour autant, force est de constater que la mort d'un jeune enfant nous bouleverse davantage que celle d'un voyou abattu lors d'un règlement de compte. Dans l'affaire que je vais vous raconter maintenant, la victime s'appelait Sunday. C'était une petite Soudanaise de 2 ans et demi. Après avoir connu la peur, la faim dans son pays en guerre, et avoir séjourné plusieurs mois dans un camp de réfugiés, elle avait fini par trouver asile aux États-Unis avec ses parents. Mais, au lieu d'apprécier enfin sa nouvelle vie, c'est dans un abîme sans fond qu'elle s'est trouvée précipitée. Voilà son histoire. Nous sommes au printemps de l'an 2000. Dans un hôpital du New Hampshire, une petite fille de 2 ans et demi se bat pour survivre. Au début, tout le monde pensait que c'était une mauvaise grippe, puis son état s'est très vite détérioré. La petite fille s'appelle Sunday Abek et son histoire est incroyable. Sunday est originaire du Soudan. Le pays est en proie à une guerre civile sanglante. Sa famille et elle en ont réchappé par miracle. Ils ont dû fuir à cause de la violence des affrontements. Son père avait été fait prisonnier politique et ça devenait très dangereux pour eux de rester dans le pays. Tout le monde se faisait tuer. Peu importe dans quel camp vous étiez, il fallait partir. Peu après la naissance de Sunday, sa famille s'exile en Égypte dans un camp de réfugiés. Au bout de 2 ans, un groupe de missionnaires parvient à les rapatrier dans la petite ville de Manchester, dans le New Hampshire. Personne dans la famille ne parle un mot d'anglais. Le changement de vie est radical. Ça a forcément été un choc culturel, se retrouver dans une ville industrielle avec des bâtiments immenses et un climat beaucoup plus froid. Mais c'était pour le bien de tout le monde. Au moins, les enfants ne risquaient pas d'être tués. La famille n'est installée que depuis 1 mois lorsqu'un jour, Sunday est prise de vomissements. Sa température monte en flèche, si bien que la petite fille finit par délirer. Sa mère dormait à côté d'elle dans sa chambre d'hôpital. Plusieurs fois par jour, elle la prenait dans ses bras pour essayer de la calmer. Elle était morte d'inquiétude en voyant son état de santé. Au départ, tout le monde pense à une mauvaise grippe. Mais comme aucun traitement ne fonctionne, les médecins sont de plus en plus perplexes. Les premiers symptômes étaient une forte fièvre et des vomissements. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi, un virus ou autre chose. Je ne comprenais pas ce qu'elle avait. Les médecins aussi étaient incapables d'établir un diagnostic. Malgré toute une batterie d'examens, la cause de sa maladie reste inexplicable. Aucun membre de la famille n'a été malade ces derniers temps. Puis, après 3 jours d'hospitalisation, sa température explose et son cerveau enfle dangereusement. Elle tombe dans le coma, puis finit par mourir. Dieu vous donne des enfants, mais il peut très bien vous les reprendre. Quand elle nous a quittés, c'est ce que je me suis dit, que Dieu avait rappelé ma fille à lui. Pour la famille de Sunday, la promesse d'une vie meilleure s'est transformée en cauchemar. L'avocate de sa mère nous a dit que si elle avait su que ça pourrait se produire, elle ne serait jamais venue aux États-Unis. Elle avait quitté le Soudan pour être en sécurité. Elle ne pouvait pas deviner qu'elle prenait aussi des risques en venant ici. La police ouvre une enquête et elle va bientôt découvrir que le décès de la petite fille n'est pas l'œuvre de la maladie, mais qu'il est le résultat d'un crime.
Durant le printemps de l'an 2000, de fortes tempêtes de neige s'abattent sur le New Hampshire. La petite Sunday Abeck, quant à elle, repose bien loin de son Soudan natal. Je n'oublierai jamais toutes ces femmes africaines en tenue traditionnelle qui chantaient en accompagnant le cortège funéraire. C'était sûrement la première fois qu'elles voyaient la neige. C'était vraiment triste. Après avoir passé 2 ans à fuir la guerre, la famille de Sunday pensait enfin avoir trouvé du répit aux États-Unis. Elle se trompait lourdement. Le but, c'était de donner à la petite fille une vie décente. Et les voilà qui se retrouvaient à l'enterrer en pleine tempête de neige dans le New Hampshire. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? La thèse de l'empoisonnement est d'abord envisagée. Quand un enfant meurt de manière inexpliquée, on pense toujours à un membre de la famille. La police veut donc entendre la mère de Sunday, essentiellement pour qu'elle leur parle de ses autres enfants. C'était ridicule. En Afrique, aucun enfant ne saurait comment faire pour empoisonner un membre de sa propre famille. Ça venait forcément de quelqu'un d'extérieur. Serait-ce l'œuvre d'un voisin excédé de voir son quartier se transformer petit à petit en camp de réfugiés? Il y avait une autre famille soudanaise dans l'immeuble. Un des enfants était aussi tombé malade. Mais lui n'était pas mort. Après avoir interrogé cette autre famille, la police découvre qu'il s'agissait de la grippe. Dans le cas de Sunday, aucun médecin n'a pu déterminer la cause de la mort. Ce qui nous inquiétait le plus, c'était la possibilité qu'un virus exotique et extrêmement contagieux ait été introduit dans le pays par Sunday ou un autre membre de sa famille. Les médecins procèdent donc à une batterie d'examens sur le reste de la famille, mais tous sont en parfaite santé. C'est alors que les résultats d'un bilan sanguin complémentaire de Sunday arrivent. Et les médecins sont très surpris. Son sang contient un taux anormalement élevé de plomb. 392 microgrammes par décilitre, soit 40 fois le taux mortel pour un enfant. Pour nous, un taux élevé serait de 50 ou 60, voire 70 à l'extrême limite. Mais depuis le début de ma carrière, je n'avais jamais vu ça. Les particules de plomb s'accrochent aux globules rouges et inhibent ainsi le transport d'oxygène au cerveau. La cause officielle du décès de Sunday est donc l'empoisonnement au plomb. C'est le premier cas aux États-Unis depuis plus de 10 ans. La famille a eu beaucoup de difficultés à tout bien comprendre. Il n'avait pas de plomb en Afrique, à part dans les balles. Les médecins doivent maintenant vérifier si le reste de la famille a également été exposé. Mais les examens ne donnent rien. Sunday était la seule dans son cas. Aucun autre membre de la famille n'avait de problème similaire dans son bilan sanguin. Comment la petite fille a-t-elle pu ingérer autant de particules de plomb alors que le reste de la famille y a échappé? L'immeuble est placé sous scellé pour analyse. Les experts procèdent à un diagnostic de la peinture, la source la plus courante de plomb, au moyen d'un pistolet de fluorescence à rayon X. On utilise une source de radiation pour stimuler les atomes de plomb présents dans la peinture et qui sont instantanément renvoyés au pistolet. Il s'avère qu'il n'y a pas de taux dangereux de plomb dans la peinture de l'appartement. Il est un peu élevé, certes, mais insuffisant pour provoquer la mort. Les scientifiques s'intéressent ensuite à l'air de l'appartement, à l'eau, aux ustensiles de cuisine et aux jouets de la petite fille. Rien n'est laissé au hasard. On a choisi 1 mètre carré dans la maison et on a appliqué les coins d'une lingette stérile pour en recueillir la poussière. C'est la façon de procéder habituellement pour déterminer le niveau de poussière dans un appartement. De retour au laboratoire, les scientifiques dissolvent le contenu des lingettes dans de l'acide chlorhydrique. Grâce à ce que l'on appelle la spectrométrie d'absorption atomique, la solution est portée à une température de près de 3000 degrés. La flamme brûle l'échantillon un peu à la manière d'une torche d'acétylène et l'instrument ne repère que le plomb. Une fois encore, aucun taux dangereux n'est relevé.
Rien dans l'appartement ou l'immeuble ne semble être assez nocif pour tuer un enfant. Je suis arrivée au bureau en disant « Ce n'est pas possible, il doit y avoir autre chose ». Médecins et biologistes de l'hôpital de Manchester sont face à une énigme. Sunday, une petite fille de 2 ans et demi, a succombé à un empoisonnement au plomb. Le taux mesuré dans son sang étant 40 fois supérieur à la dose mortelle. Or, elle n'avait pas été en contact avec ce métal lorsqu'elle vivait en Afrique. Et des échantillons, méticuleusement recueillis et analysés par les scientifiques, indiquent également qu'il n'y avait pas de surdosage de plomb dans l'appartement qu'elle occupait avec ses parents. Par ailleurs, les voisins et les membres de sa famille n'ont pas été contaminés. Mais comment la petite fille a-t-elle été exposée au plomb? Bien qu'ils aient apparemment tout analysé en profondeur, les scientifiques ne parviennent pas à expliquer la façon dont la petite Sunday a pu être exposée au plomb. Le plomb tue des gens depuis plus de 2000 ans. C'est l'une des maladies professionnelles que les Romains avaient déjà décelées à leur époque. Certainement les Grecs aussi. C'est loin d'être récent comme problème. Les enquêteurs n'ont aucune preuve que l'empoisonnement au plomb a été commis à l'intérieur du pays. Ils se demandent alors si Sunday n'a pas été empoisonnée avant même d'entrer aux États-Unis. Et peut-être bien au camp de réfugiés. Ils sont même allés voir le département de santé publique égyptien pour analyser ce qu'on donnait aux enfants. Si c'était contaminé, ça mettait en danger des centaines d'entre eux. Les experts dépêchés en Égypte passent le camp de réfugiés au peigne fin. Eau, air, nourriture et sol sont soigneusement examinés. Mais là encore, les résultats sont négatifs. Les enquêteurs commencent à désespérer de résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Les scientifiques décident alors de chercher des réponses sur la petite victime elle-même. Le plomb étant un poison, le corps fait tout son possible pour l'expulser. Des dépôts se forment sur les ongles et les cheveux. Un cheveu pousse en moyenne d'1,20 cm par mois. Ceux de Sunday mesurent environ 2,5 cm, une véritable mine d'informations pour les médecins. Elle vivait aux États-Unis depuis 1 mois, et avant ça, elle était en Égypte. Donc pour chercher des traces de plomb dans ses cheveux, on a dû les couper en deux pour avoir d'un côté ceux qui avaient poussé en Égypte et de l'autre ceux qui avaient poussé aux États-Unis. Ensuite, on a simplement fait des comparaisons. Les cheveux sont bombardés de neutrons radioactifs. Un procédé qui permet à chaque élément de réagir de façon unique. La pointe des cheveux de Sunday présente des traces normales de plomb, mais pour la racine, c'est-à-dire la partie la plus proche du crâne, le taux explose littéralement. Ça voulait simplement dire que son taux de plomb était tout à fait normal avant qu'elle arrive aux États-Unis. Elle avait été exposée ici même, pas en Égypte. Les scientifiques ont dû oublier quelque chose, mais ils ne savent toujours pas quoi. Ils ont tout repris depuis le début à Manchester. Les enquêteurs auditionnent une nouvelle fois la mère, et ce qu'elle va leur raconter est d'une importance capitale. Sunday passait beaucoup de temps sur le balcon de l'appartement. J'ai toujours su que ce qui avait rendu malade ma petite fille avait un rapport avec cet appartement. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Ils avaient appris que la petite fille passait beaucoup de temps à jouer sur le balcon, mais aussi qu'elle ramassait souvent des petits morceaux de peinture. Le balcon est en très mauvais état. La peinture est vieillissante, mais surtout, elle s'effrite. Les scientifiques tiennent enfin leur explication, un phénomène qui porte le nom de pica, le terme latin pour désigner une pie, connue pour manger tout et n'importe quoi. Le pica se déclare généralement chez l'enfant, mais pas uniquement. C'est une maladie qui entraîne des troubles de l'alimentation. La peinture a souvent un goût sucré. Cette petite fille avait toujours connu des problèmes de malnutrition, alors ça paraissait normal qu'elle ait le réflexe de sucer ou de mâcher ce genre de choses. Les échantillons de peinture prélevés sur le porche contiennent un taux de plomb 37 fois supérieur au maximum autorisé. Et pour déterminer si c'est bien cette peinture qui a tué Sunday,
Les scientifiques demandent au CDC, le plus important organisme de santé publique du pays, de leur prêter main forte. Les échantillons sont dissous dans de l'acide nitrique, puis chauffés pour que les isotopes, la signature chimique du plomb, soient exposés. On a donc testé le sang de la petite fille et on a comparé les résultats avec les sources potentielles de plomb. C'est comme ça qu'on les identifie ou qu'on les exclut. Les isotopes du plomb retrouvés sur le balcon et dans le sang de Sunday sont identiques. Il n'y a plus de doute possible. Sunday Abek a bien ingéré des doses mortelles de plomb en avalant des petits morceaux de peinture du balcon de l'appartement. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Plus connu sous le nom de saturnisme, l'intoxication au plomb est un fléau très largement répandu, surtout lorsque les peintures, la plomberie, les canalisations étaient encore fabriquées avec ce métal. Aujourd'hui, les batteries au plomb destinées à l'automobile et à l'industrie représentent 72% de son utilisation, le reste étant principalement destiné aux pigments, à la cristallerie et aux munitions. Absorbé à haute dose, le plomb peut avoir des effets dévastateurs sur la santé, surtout sur les enfants et les femmes enceintes. Il altère les cellules souches du système nerveux central. Difficilement détectable, l'intoxication chez les enfants se caractérise néanmoins par une baisse des facultés mentales, de l'anémie, des troubles du comportement, un dysfonctionnement rénal et des pertes auditives. Dans l'affaire qui nous préoccupe, les médecins et les enquêteurs ont établi que la petite Sunday avait absorbé des éclats de peinture chargés de plomb sur le balcon de l'appartement où elle vivait. On peut donc en conclure que la fillette a été victime d'un empoisonnement involontaire. Mais le drame aurait-il pu être évité? Les enquêteurs vont découvrir qu'une personne connaissait parfaitement les risques que courait la fillette et qu'il a élaboré un plan machiavélique pour garder la police et la famille dans l'ignorance. Il aura fallu une année entière d'enquête pour permettre aux scientifiques de déterminer avec précision la cause de la mort de Sunday Abek. On en a conclu que les causes de l'empoisonnement au plomb provenaient de la peinture et de la poussière du balcon de leur appartement de Manchester. Selon les registres, l'agent immobilier qui gère l'immeuble a bien prévenu les autorités sanitaires que le bâtiment n'était pas aux normes concernant le plomb. La loi l'oblige à en informer les locataires. Les bailleurs ou propriétaires d'immeubles construits avant 1977 sont tenus d'inscrire dans le règlement de copropriété un paragraphe concernant la peinture au plomb. Et pour prouver qu'ils sont bien au courant, les locataires doivent impérativement signer une clause indiquant qu'ils ont pris connaissance des risques. Le bailleur en fait ensuite parvenir des photocopies aux autorités compétentes ainsi qu'une déclaration sous serment d'authenticité. Mais là, les enquêteurs sont sceptiques. Les locataires nous ont assuré qu'ils n'avaient jamais signé ces documents. Alors on s'est penché sur les signatures pour voir si elles n'avaient pas été imitées. Des experts en graphologie comparent les signatures sur les documents à celles des locataires. Et elles correspondent parfaitement. C'était presque trop parfait. S'il s'était donné la peine de faire une ou deux petites variations, on aurait eu beaucoup plus de mal à prouver quoi que ce soit. En fait, ce ne sont pas des imitations, mais des copies faites à partir d'autres documents signés par les locataires. C'est ce qu'on appelle un calque, à savoir une réplique exacte de la signature authentique. Avec ça, on était sûr qu'il y avait bien eu faux et usage de faux. Et l'une d'entre elles est particulièrement intéressante, la signature de Mary Alloroot, la mère de Sunday. Dans le document fourni par le bailleur, son nom est écrit en toutes lettres. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, Mary ne savait pas écrire. Elle signait encore d'une croix. Même si elle suivait des cours à l'église, elle ne savait pas encore bien lire, écrire ou même parler anglais. Et les experts en graphologie ont très vite compris qu'il ne pouvait pas s'agir d'une signature faite de sa main. L'inconcevable s'est-il produit?
par appât du gain, pour ne pas avoir à entreprendre des travaux d'assainissement, le propriétaire de l'appartement occupé par la famille Abeck a-t-il volontairement falsifié des documents? A-t-il déclaré aux inspecteurs des services de santé que son immeuble ne présentait pas de risque de saturnisme? A-t-il mis en péril la santé, voire la vie de ses locataires? Pour en avoir le cœur net, les policiers fouillent le bureau de l'agent immobilier, un certain James Hanokstein. Leur quête est fructueuse. Ils découvrent dans une poubelle un document déchiré en une soixantaine de morceaux. Va-t-il révéler des secrets inavouables? Les agents des services secrets ont réussi à reconstituer les 60 pièces de ce puzzle de papier, à l'exception d'une. Et le document en question va s'avérer extrêmement intéressant. Il s'agit de l'original du faux contenant la signature falsifiée de la mère de Sunday, Mary Alloroot. Il avait tout simplement inventé une signature pour la mère de la petite Sunday sur la déclaration sous serment. Et il avait transmis le document à l'Agence pour la protection de l'environnement et à la commission. De plus, les empreintes de l'agent immobilier se trouvent effectivement sur le document, mais celles de Mary Alloroot n'y sont pas. Il n'est pas possible qu'elle ait eu un jour ce papier entre les mains. Les enquêteurs sont convaincus que lorsque Hanokstein a appris la mort de Sunday, il a tout de suite compris qu'il pouvait être tenu pour responsable. Il s'empresse donc de faire plusieurs copies de documents sur lesquels se trouve la signature des locataires et les colle sur la déclaration sous serment. Sa seule erreur aura été d'inventer une signature à la mère de Sunday. Il ne se doutait pas que Mary ne savait pas écrire l'anglais. Cette signature est forcément un faux. Si je devais lui mettre une note comme faussaire, je crois que je lui mettrais 4 sur 20. Accablé par les preuves, James Hanokstein décide de plaider coupable d'obstruction à la justice et il reconnaît qu'il n'a pas prévenu ses locataires que l'immeuble n'était pas sain. C'est toujours une question d'argent pour ce genre d'individus. Ils en veulent toujours plus, peu importe les conséquences, et là, elles ont été terribles, pas pour lui, pour elle. Repeindre le porche n'aurait coûté que quelques centaines de dollars et aurait sauvé la vie de Sunday. Lors du procès civil, James Hanokstein et son agence immobilière sont condamnés à verser à la famille 700 000 $ de dommages et intérêts. Il est également condamné au pénal à 15 mois de prison et une amende de 40 000 $. Cette affaire marque la toute première condamnation de ce genre dans les annales de la justice américaine. Dans cette histoire, il a lui-même creusé sa tombe. J'espère qu'en faisant de lui un exemple, l'Agence américaine de protection de l'environnement a envoyé un signal fort à ceux de sa profession. Je suis contente qu'on l'ait puni pour ses mensonges. Je n'ai jamais signé ces papiers et ma petite fille est morte. Il a eu ce qu'il méritait. La famille tout entière vit aujourd'hui dans le Tennessee. Peu à peu, ils se sont faits à la vie aux États-Unis, mais ils ne se remettront jamais de la perte de Sunday. La petite fille repose dans une tombe anonyme au cimetière de Manchester, à des centaines de kilomètres de ses proches et à des milliers de kilomètres de chez elle, une mort qui aurait si facilement pu être évitée. Mais grâce au travail des experts médico-légaux, aucune famille n'aura plus jamais à vivre une telle tragédie. On n'aurait jamais résolu cette affaire sans l'aide de la médecine légale. Tous les organes de la justice ont travaillé de concert. Mais le mérite revient réellement aux techniciens de laboratoire qui ont énormément travaillé pour faire parler les preuves. Ça a dû être très gratifiant pour eux. Ainsi se termine cette lamentable affaire. Une petite fille a perdu la vie à cause de la cupidité du propriétaire d'un immeuble. James Hanokstein a été condamné à une peine de 15 mois de prison, à une amende de 40 000 $ et au versement de 700 000 $ de dommages et intérêts à la famille de la victime. Aux États-Unis, le fléau du saturnisme est plus préoccupant que certains le prétendent. Il y a encore 4,5 millions de foyers américains contaminés au plomb et 1 demi-million d'enfants en subissent les conséquences sanitaires. Bien que les statistiques
ne soit pas aussi alarmante en France. La France n'est pas épargnée. En 2009, l'Institut de veille sanitaire a publié les résultats d'une enquête nationale sur le saturnisme infantile. Alors il apparaît qu'en 20 ans, le nombre d'enfants de 1 à 6 ans concernés est passé, et là écoutez bien, de 84 000 à 4 400. Ces bons résultats montrent que les actions de prévention menées depuis 15 ans ont été efficaces. Suppression de l'essence au plomb, amélioration de l'alimentation, traitement des eaux de distribution publique, amélioration de l'habitat et contrôle des émissions industrielles ont progressivement contribué à éradiquer les causes de cet empoisonnement. C'est sur ce point de vue optimiste que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes Impossibles.